Bonjour Christian Estrosi. Bonjour. Bienvenue à la grande interview sur CNews et Europe 1. Vous êtes évidemment le maire de Nice, vice-président du parti Horizon, qui est présidé par Édouard Philippe, un homme en colère. On parlera d'ailleurs de lui, monsieur Estrosi, mais puisqu'on parle de colère... Il n'est pas le seul, hein. Vous êtes aussi en colère ce matin? Oh, ça m'arrive. Est-ce que vous êtes en colère de constater qu'après les graves violences de samedi soir, au total, sur 253 gardes à vue, monsieur le maire, il y a eu 29 comparutions immédiates et seulement 4 individus qui ont dormi derrière les barreaux. Êtes-vous en colère ce matin de voir que la journée des comparutions immédiates, hier, a été quasiment du même acabit que les précédentes journées, c'est-à-dire du sursis, des amendes qui seront certainement pas payées? Alors, est-ce que vous êtes un homme en colère aussi? Oui, on voit bien que ce sont des décisions de justice qui ne suivent pas les interpellations faites par la police. Je suis heureux de voir qu'aujourd'hui, il y a un couple entre le ministre de l'Intérieur et le garde des Sceaux, ministre de la Justice, qui aujourd'hui ont envie de faire avancer la machine ensemble avec détermination et fermeté, parce qu'on ne peut plus accepter une telle situation. Par ailleurs, je m'étonne un peu parce que, vous voyez, il se trouve qu'en mars 2010, j'ai fait adopter une proposition de loi lorsque j'étais à la commission des lois qui luttait contre les violences organisées en groupe, qui fixe un délit de participation à un groupement en vue de commettre violence, dégradation, etc. C'est une des rares lois de l'époque de la présidence de Nicolas Sarkozy qui aujourd'hui n'a pas été annulée. Elle est toujours là, elle existe. C'est-à-dire qu'il suffit qu'un individu casse une vitrine et que toute la bande qui l'accompagne soit sanctionnable de la même punition. C'est l'agression bande organisée, tout simplement. Et je suis étonné que aujourd'hui la justice ne se saisisse pas de ce qui est dans la loi pour pouvoir sanctionner plus largement. Vous êtes étonné, c'est-à-dire, monsieur Estrosi, disons les choses. Est-ce que certains magistrats, parce qu'il ne s'agit pas d'essentialiser, sont laxistes et ne se rendent pas compte aujourd'hui du niveau de violence dans notre société? Je pense que chacun a assumé une part de responsabilité face à ces violences. C'est l'avenir de notre démocratie qui est fragilisée aujourd'hui. Donc, je comprends que où que l'on soit dans la fonction publique, dans des postes de responsabilité, dans la justice, on puisse avoir ses convictions et son idéologie personnelle. J'ai toujours été un peu surpris d'ailleurs que des magistrats puissent appartenir à un syndicat. Le syndicat de la magistrature en l'occurrence. Mais admettons-le. Mais il y a un moment où l'intérêt général doit prévaloir, où on doit se dire j'ai une part de responsabilité à assumer pour qu'on casse plus dans mon pays. Responsabilité des magistrats et responsabilité du politique. Vous avez cité ce que vous avez mis en place, mais en ce moment, monsieur Estrosi, on voit bien le gouvernement multiplie les propositions en faveur notamment des peines minimales. Pourquoi ne l'a-t-il pas fait avant? Ça a été proposé par un parti, en l'occurrence le RN, et le Bloc central ne l'a pas voté. C'était lors de sa niche parlementaire il y a quelques mois. Mais dites-moi, Sonia Mabrouk, vous êtes une journaliste expérimentée, nous dire. Ça commence comme ça, il y a un mais après, oui, je vous écoute. Vous ne vous souvenez pas qu'il y avait un député de la commission des lois, en l'occurrence moi-même, en 2004, qui déposait une proposition de loi pour les peines planchées, avec un garde des Sceaux qui s'y était opposé au prétexte, Dominique Perben, que c'était inconstitutionnel. Et comme par hasard, lorsque j'étais dans le gouvernement du président Nicolas Sarkozy, eh ben c'était plus inconstitutionnel puisque nous l'avons fait adopter. Et lorsque vous me parlez de cette nouvelle proposition, naturellement, je ne peux qu'y être favorable, puisque en 2004, je déposais déjà une proposition de loi. Ce qui montre donc les fractures du bloc central. Dans le parti auquel j'appartiens et dont je suis vice-président aux côtés d'Édouard Philippe, nous avons été en 2023 les premiers sur une proposition de loi déposée par Naïma Moutchou à demander le rétablissement de ces peines planchées. Et ben voilà, ça n'a pas été adopté ni soutenu par les uns, par les autres. Donc, vous voyez... Alors, quelle est la cohérence, monsieur le maire? Faire des petits coups dans les appareils politiques que je déteste de plus en plus. Vous faites partie d'un bloc central aujourd'hui. Non, mais je fais partie d'un maire de France qui est excédé par tout ça. Moi, je suis au service de tous mes concitoyens. Je suis du parti de l'intérêt général et du bien public. Est-ce que les juridictions
certaines juridictions françaises et organisations administratives entendent l'intérêt général. Je voudrais vous parler de ce qui s'est passé à Nice. La CNIL, la Commission nationale d'informatique et des libertés, exige que vous débranchiez, je l'explique à nos auditeurs et téléspectateurs, les caméras de surveillance algorithmique mises en place devant les écoles. Je précise que depuis, c'est 2020, monsieur le maire, les écoles de la ville de Nice sont équipées de ce système qui est très sophistiqué de caméras. Le dispositif, évidemment, rassure les parents d'élèves et on peut les comprendre. Et la CNIL se retranche derrière la loi. C'est-à-dire que si vous ne respectez pas ce que dit la CNIL, vous seriez, vous, hors la loi. Et naturellement. D'ailleurs, je l'étais. Ils ont mis 5 ans à trouver le petit truc qui permettent de me le notifier. Mais quand vous pensez que j'ai déployé plus de 6000 caméras dans ma ville, et plus encore, puisque si je compte celles qui sont embarquées dans les transports en commun, ça fait près de 9000. Mais j'ai en même temps mis des caméras intelligentes, avec des algorithmes où on utilise l'intelligence artificielle, pour que devant les parties des écoles où il n'y a pas les barrières Vigipirate, c'est-à-dire les portes d'entrée, j'ai 144 écoles à Nice, il y a à peu près en moyenne 3 à 5 entrées par école. Si un véhicule stationne plus de 5 minutes, automatiquement il y a un signal au centre de supervision urbain qui alerte. 5 ans pour trouver le petit truc pour me notifier que j'étais hors la loi et qu'il fallait les débrancher immédiatement. Dans une ville où un camion, malheureux, et tout ce qui s'est passé sur la promenade des Anglais. Exact. Mais que pouvez-vous faire, monsieur le maire, face à cela ? Mais il faut se débarrasser de cette institution poussiéreuse. Vous vous rendez compte qu'elle s'appuie sur une loi qui s'appelle Informatique et Liberté, 1978. Mais elle existe. 1978, l'époque du Minitel. Aujourd'hui, vous prenez votre téléphone, vous utilisez la reconnaissance faciale, puisque M. Xi Jinping ou M. Trump vous surveillent toute la journée. Et en France, on s'interdit d'utiliser des armes où on puisse mettre simplement les fichiers des personnes dangereuses dans un logiciel dont je dispose et qui permettrait de pouvoir immédiatement détecter quelqu'un qui est sur le point de commettre ou qui est en train de commettre un délit, un crime quelque part. Eh bien, je dis que cette institution se met hors des clous des libertés individuelles, parce que pour défendre les libertés individuelles, il faut simplement mettre 0,5 à 0,6% des personnes extrêmement dangereuses, fichées S, pédophiles, qui ont déjà un CV extrêmement nourri et qui sont une menace. Et ça protège 99% de nos concitoyens qui sont honnêtes et qui n'ont rien à se reprocher. Et comme ils ne sont pas fichés, on respecte et on défend leur liberté. La première des libertés n'est-elle pas la protection, en l'occurrence, des enfants ? Je pense que là, c'est transpartisan, quelles que soient évidemment les convictions de chacun. Priorité aux enfants dans ma ville, mais je vais vous dire une chose, c'est qu'à la rentrée prochaine, parce que j'ai des start-up et des ingénieurs qui travaillent à mort pour imaginer un nouvel algorithme où je mettrai sans doute un système de substitution en place, où il leur faudra peut-être de nouveau 3 ans, 4 ans, 5 ans, s'ils existent encore, pour essayer de détecter. Donc le bras de fer va durer. Mais je vais continuer. Et je fais appel au Conseil d'État, en l'occurrence, pour essayer de rebrancher les caméras avant la rentrée. Nous verrons vers qui ou vers quoi va pencher le Conseil d'État. Monsieur le maire, vous faites partie du parti Horizon que préside Édouard Philippe. Alors, c'est un homme en colère. Par exemple, je vais prendre un domaine en particulier, sur l'immigration. L'ancien Premier ministre affirme dans son livre intitulé « Le prix de nos mensonges » qu'il faut une immigration de travail. Aujourd'hui, il défend cette idée, dit-il, face aux défis démographiques, au vieillissement de la population. Alors, on connaît le maire de Nice qui a souvent demandé le rétablissement des frontières, le contrôle des frontières par rapport aux migrants. Vous êtes en phase avec l'ancien Premier ministre ? Je reçois en ce moment le plus grand sommet de la planète, après New York en 2017 et Lisbonne en 2022, c'est à Nice que se tient le sommet de l'océan. J'ai presque 15 000 délégués qui viennent du monde entier. Je vais en parler, mais quel rapport avec l'immigration ? Mais je vais vous expliquer. Avant-hier matin, j'ai ouvert la partie scientifique, où je reçois près de 3500 scientifiques internationaux qui viennent du monde entier. Formidable. Je clôturerai ce soir d'ailleurs cette session. Et parmi eux, tenez, prenons un exemple. Il y a des scientifiques qui aujourd'hui sont les uns après les autres éliminés de leur science et de leur recherche par Trump, qui sont américains. Monsieur le maire.
Vous n'allez pas me prendre cette immigration qui est choisie, triée sur le volet pour parler on parle bien de l'immigration choisie. Parce que vous pensez qu'aujourd'hui on a les moyens véritablement de choisir une immigration, de la sélectionner. Mais moi, à l'Observatoire de Nice-Côte d'Azur ou au laboratoire océanographique de Villefranche-sur-Mer, je suis le premier à vouloir recruter ces astrophysiciens ou ces chercheurs sur la mer qui sont internationaux qui sont une matière grise dont nous avons besoin pour relancer une grande politique industrielle dans notre pays. Une note pour la Fondapol relève un phénomène migratoire majeur dans notre pays qui bouleverse notre système. Ce ne sont pas mes mots, ce sont les mots du directeur de l'Observatoire de l'immigration et de l'intégration, M. Didier Leski, qui est un homme nuancé, qui parle de ruée afghane dans notre pays. Est-ce qu'on a vraiment besoin de plus d'immigration ? Vous êtes passé de l'immigration de travail à cette immigration-là. Au final, n'est-ce pas plus d'immigrés toujours sur notre sol ? Cette immigration-là, c'est pas possible. Et ça fait... Vous m'avez souvent interrogé sur le sujet. Vous savez, je suis toujours resté extrêmement ferme sur ce sujet. Ça veut dire qu'il faut complètement reconsidérer notre politique au sein de l'Union européenne sur notamment le périmètre de Schengen, où nous devons avoir aujourd'hui non pas un Schengen à 27, mais un Schengen à 5 ou 6 pays qui se mettent d'accord entre eux, entre l'Italie, la France, l'Espagne, le Benelux, et qu'on s'en limite et l'Allemagne, et qu'on s'en limite à ça, et qu'après avoir bien consolidé le système pour être devenu totalement hermétique, alors on commence à discuter avec les autres. Je vous pose la question différemment. Est-ce que vous pensez qu'une grande majorité de Français sont d'accord aujourd'hui avec ce que propose l'ancien Premier ministre quand il dit plus d'immigration ? Mais je pense qu'il vous est arrivé d'aller à l'hôpital. Malheureusement, oui. Et votre famille aussi. Et vous n'avez jamais refusé d'être soigné par un médecin étranger qualifié. Fort heureusement, ce n'est pas la question que je vous pose. Oui, mais moi je vous parle de ça. Puisque la seule chose en matière d'immigration, là où Édouard Philippe parle très clairement de la fermeté nécessaire à l'égard de l'immigration dont vous parliez il y a quelques instants, il parle d'immigration de travail qualifié dont nous avons besoin pour relancer notre économie. Et vous pensez que parmi les allocataires du RSA, vous ne trouverez pas ceux qui font ces métiers-là, non ? Mais aujourd'hui, vous ne les retrouverez pas parce que d'abord, ce sont des métiers qualifiés qui sont rémunérés à leur juste mesure et ce sont des gens qui, en même temps, aiment la France, aiment éduquer leurs enfants en France et ont envie qu'ils soient plutôt respectueux des droits et devoirs de notre pays face à une immigration insupportable qui les bafoue au quotidien. Alors, Édouard Philippe, je rappelle son livre avant de parler du vôtre ce matin, Christian Estrosi. Il s'appelle « Le prix de nos mensonges ». J'ai dit qu'il faut cesser l'hypocrisie sur l'immigration, qu'il faut un choc d'autorité, reprendre le contrôle des déficits. Est-ce que vous pensez qu'il va arriver à faire oublier que le bilan de M. Macron, c'est également le sien ? Je pense que s'il y a bien quelqu'un qui a été extrêmement courageux face au déficit public, c'est Édouard Philippe. Est-ce que vous en trouvez un qui a proposé qu'on pousse l'âge de la retraite à un niveau aussi élevé pour rééquilibrer les comptes publics ? Vu déjà ce Est-ce que vous en trouvez un seul ? Monsieur le maire, vu déjà ce qui se passe avec cette réforme des retraites... C'est pas l'extrême droite qui propose qu'on redescende à 60 ans, hein, d'accord ? Donc, vous pensez que c'est du courage aujourd'hui ? Celui qui aujourd'hui est sans doute le plus courageux dans ce domaine, c'est lui. Bon, voilà, on sait que malheureusement nous n'avons pas de majorité pour y parvenir. On sait aussi que si on ne rééquilibre pas les comptes de nos retraites, on va vers un déficit abyssal et qu'il faudra peut-être commencer à songer aux retraites. Avec la situation paroxystique qu'on a déjà eue sur notre réforme des retraites, aller vers un âge légal repoussé et avec une part de capitalisation, on peut le faire en France ? Eh bien, je pense que nous n'y couperons pas. Aujourd'hui, Édouard Philippe l'évoque. Moi, je l'évoque depuis longtemps déjà, parce que, naturellement, réouvrir un débat serait une folie sur la répartition. On voit bien qu'une majorité de Français n'est pas prête à l'accepter, mais qu'une grande majorité de Français, et notamment qui se reconnaissent plutôt dans une future majorité de droite, aujourd'hui acceptent le principe que nous rentrions dans une part de capitalisation aux côtés de la répartition qu'il faut préserver. Édouard Philippe, Bruno Retailleau, duo ou duel ? Nous avons deux personnes de qualité. 2 ans, c'est long, c'est une immensité. On dirait que c'est un cri du cœur. 2 ans, ça devient très long à tenir dans le bloc central. Naturellement, on a besoin de retrouver aujourd'hui une majorité qui nous permette de faire les réformes structurelles dont notre pays a besoin. C'est une urgence.
Bon, mais en tout cas, ce sont deux personnalités qui mettent des projets sur la table, qui ont vocation à se parler pour qu'on construise ensemble un projet d'avenir pour notre pays. Ensemble. Et oui, ensemble. Parce que j'ai posé la question à M. Rotaillot, il ne parlait pas du tout de ticket et d'ensemble. Oui, mais moi j'ai le droit de considérer que ajouter la valeur de l'un à la valeur de l'autre ne présenterait, et je pense qu'une immense majorité de Français sont d'accord avec moi, qu'un avantage pour l'intérêt général et le bien public dans notre pays. Je ne sais pas si vous direz la même chose de la prochaine personnalité dont je vais vous parler. Je ne sais pas de Éric Ciotti. Qui vous parlez. Vous savez. Éric Ciotti. Oui, mais je sais vous allez peut-être le retrouver au municipal, face à face. Ça va être épique. Je vais vous dire une chose. Vous le recevez. Comme vous. Il concentre son temps à parler de moi. Et moi, je consacre mon temps, comme vous le voyez ce matin, à parler de ma vision de l'avenir, des projets, des intérêts d'avenir pour mon pays. Le reste m'intéresse pas. Vous aurez à parler de lui s'il fait face à vous au municipal, monsieur le maire. S'il est face à moi, sous quelle étiquette? C'est-à-dire, il va être soutenu et promu et poussé par le Rassemblement national qui fait de très bons scores dans votre ville. Et il faut bien qu'il y en ait un. J'en ai toujours eu un. J'ai eu Madame Arnautu, Monsieur Chénardi, Madame Chénardi et d'autres encore. Bon, il en faut un. Ou il en faut une, et on fera avec. Les municipales ne sont pas des élections nationales. Et vous savez, un maire, c'est pour être dans l'action, c'est ce que je fais au quotidien, et c'est pas pour être dans le commentaire et le slogan. Et vous l'êtes dans le quotidien, en tous les cas. Je voudrais vraiment, j'invite en tous les cas ceux qui peuvent et ceux qui peuvent s'y rendre, notamment à Nice et dans les environs, aller à ce grand sommet véritablement sur l'océan. Vous en parlez dans votre livre Ma ligne bleue chez Michel Lafon. Rappelons que vous avez plus de 6000 policiers qui sécurisent cet événement et on peut souligner qu'il peut y avoir un événement en France qui se passe bien avec des policiers évidemment qui veillent à cela. C'est le mot de la fin, monsieur le maire. Alors, recevoir le plus grand sommet mondial face aux grands enjeux et aux défis de l'avenir sur le réchauffement climatique, et bien naturellement, c'est une fierté et un honneur pour ma ville. Et je remercie le président de la République qui a veillé à ce que, après New York, Atlantique Ouest, Lisbonne, Atlantique Est, ce soit à Nice, au bord de la Méditerranée, au nom des Nations Unies, que le monde entier se réunisse pour prendre des engagements financiers, des accords, et moi-même présider pour la première fois une coalition mondiale des maires de toutes les zones littorales et de toutes les îles qui sont menacées. Eh bien, preuve qu'on peut aussi faire des choses qui marchent. Je vous remercie, monsieur le maire. C'était votre grande interview. Bonne journée, à bientôt. Merci, à bientôt.